à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette demi-journée de présentation technique. Comme vous l'a présenté notre président, sur les trois sujets qui sont en premier temps sur la pérennité des structures et des routes et des chemins communaux. Le deuxième sur les espaces publics parking perméables et le troisième sur les cours d'école. Donc moi, là, je vais vous présenter dans un premier temps tout ce qui concerne la pérennité des structures sur les routes et chemins communaux. Donc aujourd'hui, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir vous apporter en fait une visibilité sur vos programmes pluriannuels d'investissement et de fonctionnement, notamment pour préserver vos structures, adaptées au contexte, aux usages et notamment à la durabilité. L'idée, en fait, c'est de vous apporter des retours d'expérience, mais aussi en fait des projets pilotes qui ont été aujourd'hui menés, donc ils sont à différents stades en fonction en fait des sujets qu'on va aborder. Donc il y en a certains qui sont encore en cours de conception et il y en a d'autres qui seront en cours de réalisation. Donc le contexte aujourd'hui, en fait, vous le connaissez tous, hein, on a des voiries en agglomération, hors agglomération et des chemins ruraux, qui ont donc en général en fait des structures souples, des structures qui sont souvent liées en fait à des empierrements sur des chemins en fait faits par nos ancêtres, hein, qui étaient donc bien faits et costauds. Malgré tout, ces structures qui sont simples, il faut les préserver parce qu'ils ont des caractéristiques mécaniques très importantes dans le cadre en fait, du fonctionnement de la route et des usages qu'on lui demande. Donc ça dépend aussi surtout de la typologie en fait, des trafics qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on sait très bien que sur les voiries communales, on a des engins agricoles qui sont très lourds. Il y a aussi également tout ce qui est engins forestiers. Alors malgré tout, c'est quand même un enjeu qui est très fort pour ces chemins, il faut les maintenir en état, et ça vous le savez, hein, donc aujourd'hui on va aborder plusieurs techniques pour pouvoir arriver à les préserver, comme vous l'a dit notre président, pour éviter d'être toujours en fait dans l'entretien curatif, d'essayer de privilégier au maximum l'entretien préventif avec différentes techniques. Donc les structures, ce sont des structures dites granulaires, des structures à épaisseur variable qui sont compactes, densifiées et qui sont peu déformables. Mais malheureusement, ils sont très sensibles à l'eau et avec les conditions de gel et dégel, ça amène souvent en fait les problèmes que vous connaissez, hein, les fameux nids de poules ou des déformations en fait sous-jacentes qui sont liées parfois à des argiles qui gonflent et qui ont un système de retrait. Donc on le voit là sur la diapositive, ce sont des épaisseurs qui sont très variables, avec des couches de roulement en fait qui ont été donc multipliées parce par... Parce que moi je l'ai vu, le peintre, je sais pas, tu l'as pas encore voilà, vu toi le précédent. Ah bon, donc ça peut être okay, des couches de roulement enrodées, des gravillonnages qui ont été faits, des enrobés coulés à froid, en fonction en fait du trafic qu'il peut y avoir. Donc c'est des structures comme on le voit ici sur le deuxième indicateur du carottage. Ce sont là en fait des représentations de carottage. Et le deuxième carottage qui est ici, on voit bien qu'on a une côte granulaire, en fait, si vous voulez, une structure granulaire qui est donc assez hétérogène, mais qui est très porteuse, en fait, si vous voulez, pour recevoir les typologies de trafic, notamment avec les engins agricoles. Donc le pire ennemi aujourd'hui en fait sur ces structures, c'est l'eau. L'eau c'est vraiment le pire ennemi qu'il peut y avoir. Donc aujourd'hui, les conditions en fait, si vous voulez, de la pérennité de la structure, c'est vraiment de pouvoir les préserver face, on va dire, aux phénomènes de saison, climatiques qu'on peut avoir, aussi avec les sous-sols argileux. Le gel ou dégel, c'est ce qu'il y a de plus... c'est ce qui va déformer le plus en fait les routes. Et aujourd'hui on a un autre phénomène aussi, c'est les fortes chaleurs qu'on rencontre. Les fortes chaleurs sont souvent liées en fait à du fluage ou de l'armierage sur les routes, notamment liées encore une fois au trafic cumulé et au poids du trafic qu'on peut rencontrer. Donc ici, on vous a représenté en fait quelques typologies de pathologies qu'on rencontre régulièrement. Donc les pathologies les plus rencontrées aujourd'hui, ce sont déjà les faïençages, les dégradations liées souvent à des infiltrations, comme on peut le voir ici,
Et automatiquement, c'est déformable. Donc, c'est vraiment des soucis qu'on rencontre assez souvent. C'est souvent lié, par exemple, ici, on a le cas où on a des sous-sols qui sont argileux. Donc, une structure en fait, qui est peut-être sous-dimensionnée aujourd'hui par rapport au trafic que la route doit supporter. Et donc, avec ces infiltrations, en fait, ces fissures qu'on voit ici, automatiquement, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Et automatiquement, on peut même arriver sur une reprise totale en fait, de la structure de la route. Un autre phénomène aussi qu'on peut rencontrer, ce sont les accotements. Aujourd'hui, très souvent, en fait, sur les voiries communales, la nature reprend ses droits, c'est ce qu'on peut se dire. Hein. Et puis, vous avez les accotements, en fait, si vous voulez, qui sont plus hauts que le niveau de la route. Et automatiquement, comme on le voit sur la photo, ça fait des retenues d'eau. Et ça, ces retenues d'eau, automatiquement, c'est des infiltrations qu'on va retrouver, encore une fois, dans le corps de la structure de chaussée. Et avec les effets de la météo, hein, les gels, le dégel, et bien malheureusement, on va avoir encore une fois des nids de poules qui vont se créer, de l'arrachement, du plumage, ou alors tout simplement une forte dégradation qui va être exponentielle. Ensuite, on a aussi des flashs et des tassements qui sont notamment souvent positionnés sur le passage des roues et sur lequel, encore une fois, si on a un sous-sol qui est un petit peu déformable, très rapidement, ça fait des retenues d'eau. Et si on a des fissures qui se créent, c'est encore une fois des dégradations qui arrivent très rapidement et qui peuvent coûter cher. Donc à partir du moment où on a des faibles déformations, comme ici sur les deux photos du bas, pardon, je reviens en arrière, ça, si vous voulez, il n'y a pas d'inquiétude sur le fond. Ce sont en fait des solutions de renforcement qui restent assez légères sur le fait que, si vous voulez, on n'est pas obligé de tout de suite partir sur des solutions de renforcement lourd qui vont coûter en investissement très cher. Ensuite, on a les arrachements et les nids de poules. Donc ça, c'est des choses qu'on rencontre assez régulièrement. Donc heureusement, la plupart, toutes les communes aujourd'hui savent qu'il faut reboucher très rapidement ces trous. Malheureusement, quelquefois il faut des quantités d'enrobés assez conséquentes. Donc ça peut être fait soit en enrobé à chaud, soit en enrobé à froid. On va le voir tout à l'heure. Et puis, si vous voulez, tous ces arrachements, ces délitements, c'est une accumulation en fait qui va se créer. Et à un moment donné, c'est un millefeuille. Hein. On voit ici sur les photos du bas, sur la partie ici en rive, c'est une partie d'arrachement le long du caniveau. Donc ça veut dire que l'eau, si vous voulez, au lieu de couler correctement dans le caniveau, va plutôt se stocker en rive et automatiquement elle va pénétrer dans la structure. Il en est de même pour les nids de poules où là, ça rentre à l'intérieur. Les troisièmes pathologies qu'on peut rencontrer, ce sont les fissures longitudinales et transversales. Alors quelquefois, si vous voulez, sur ce type de pathologie qu'on peut rencontrer, souvent c'est lié à des structures qui sont rigides ou semi-rigides, donc qui sont liées avec des matériaux traités. Et donc avec l'effet en fait des dilatations, l'effet de la chaleur, on va avoir des remontées de fissures qui vont pouvoir être assez rapides. Alors la règle théorique, c'est, on va dire qu'une fissure remonte à peu près d'1 centimètre par an sur une couche de roulement. Mais ce n'est que théorique. Hein. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, ça va dépendre beaucoup en fait, de la structure sous-jacente qu'on a, du sous-sol en fait, qu'on peut avoir aussi. Si on a un sous-sol argileux, il va être donc beaucoup plus déformable. Donc sur ce sujet justement des fissures, on va vraiment vous montrer des techniques qui sont aujourd'hui possibles pour pouvoir y faire face. Et ensuite, la dernière pathologie qu'on peut rencontrer, c'est tout ce qui est orniérage et déformation de rive. Donc là, encore une fois, on voit bien que les déformations, si vous voulez, l'orniérage, il est vraiment dans le passage des roues. Et donc, on a aussi un phénomène de fluage, donc notamment avec aussi, encore une fois, les températures qui peuvent être parfois élevées et une structure qui peut être un peu fragile aujourd'hui par rapport à la structure et au poids qu'elle doit supporter. Donc là, on voit bien sur la photo, vous voyez, on a des fossés d'infiltration en fait de chaque côté. Et c'est important aujourd'hui d'entretenir ces fossés et d'avoir aussi des saignées, on va dire, sur les côtés et même un dérasement en fait des accotements. Puisqu'en fait, le dérasement d'accotement, comme je reviens sur la photo tout à l'heure,
on peut avoir, si vous voulez, ça va permettre en fait une bonne évacuation en fait des eaux, surtout sur cette partie-là, vous voyez. Voilà, ici. Donc là, les saignées, c'est quand même très important de pouvoir les avoir pour évacuer ces eaux de ruissellement. Donc par rapport à toutes ces pathologies, aujourd'hui, en fait, on a essayé de... On n'a rien inventé, hein, parce qu'en fait, ça, si vous voulez, cette courbe décroissante, le CEREMA l'a déjà, en fait, créé depuis longtemps, donc moi, je n'invente rien. La direction des mobilités aussi, on est carrément, en fait, sur les mêmes axes, en fait, d'orientation, les mêmes réflexions. Et aujourd'hui, en fait, ce graphique, il représente quoi? Il représente aujourd'hui un état des routes et des chemins communaux. À partir du moment où en fait vous avez une usure du revêtement qui est, on va dire, tout à fait normale, eh bien, il faut veiller en fait aux actions préventives. C'est dans ce cadre-là où on peut tout de suite en fait engager des actions qui vont permettre de pérenniser les structures. Et puis, ça va permettre de pouvoir tout de suite effacer les défauts d'étanchéité. Et là, on arrive déjà dans une limite en fait d'action préventive. Et automatiquement, on va basculer après sur une typologie d'actions qui sont les actions curatives modérées. Donc là, on part en solution en fait d'investissement. On n'est plus dans une solution de fonctionnement. Donc avec des déformations pour faire face en fait aux déformations d'arrachement, aux dégradations structurelles. Et donc on arrive très rapidement sur des actions curatives. Donc vous comprendrez, vous avez bien compris que en fait, plus on va aller sur cette courbe décroissante, plus on va avoir un investissement en fait qui va coûter cher. Donc, c'est à partir d'ici, on est encore dans des, on va dire, des fonctions, enfin des actions de fonctionnement. Et à partir du moment où on passe dans des actions curatives modérées, automatiquement, on est dans des actions d'investissement, avec des renforcements de structures de chaussée. Donc, on va balayer les trois types d'actions que je viens de vous présenter. Donc, les actions préventives, donc la pérennité, l'entretien, c'est la pérennité d'une chaussée. Ça amène donc une préservation des routes sur les chemins et territoires communaux, le maintien en état de la structure, des routes et des chemins qui sont revêtus au jour d'aujourd'hui. Donc, ça amène plusieurs en fait, champs d'orientation. C'est une modération des actions d'investissement qui sont donc plus conséquents si on ne le fait pas. C'est automatiquement un gain sur l'émission des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'environnement. Voilà, on se doit de l'intégrer automatiquement. Donc ces actions, on va dire, de prévention, ils ont un impact forcément sur l'indice et une diminution du CO2. Les structures revalorisables qui peuvent être ultérieurement utilisées, notamment sur les routes et les chemins communaux, encore une fois, c'est aussi maintenir la sécurité pour les usagers. Ça, c'est indéniable. Hein. Les administrés, aujourd'hui, dès qu'il y a un nid de poule, forcément, ils savent le dire. Et c'est un assouplissement aussi sur les projections pluriannuelles d'investissement. Donc, c'est vraiment l'objectif de base que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, sur les actions préventives, on a le rebouchage des nids de poule. Donc, le rebouchage des nids de poule, aujourd'hui, vous utilisez, je pense, tous les enrobés à froid. Donc qui ont vraiment leur utilité. On vous encourage vraiment à continuer de le faire sans limite. C'est vraiment une action qui paraît pas grand chose mais qui peut amener beaucoup et qui permettra de faire de grosses économies sur les plans pluriannuels. Là où je veux apporter aussi votre attention, c'est que vos agents, en fait votre cantonnier, s'il fait les rebouchages des nids de poules, veillez aussi à peut-être essayer de lui fournir de l'émulsion de bitume, de façon à pouvoir étancher en fait autour de la surface qui a été rebouchée. Ça évite encore une fois les infiltrations de l'eau. Donc l'avantage c'est une étanchéité, la maîtrise des infiltrations pour les évolutions qui sont dégénératives. L'émulsion, pour votre information, ça se vend aussi en bidon de 30 litres. Hein, donc les entreprises comme l'enrobé à froid le commercialisent. Donc il n'y a aucun souci, vous pouvez en stocker. Le tout c'est de le laisser à l'abri du gel de façon à ce que ce ne soit pas figé. La deuxième action préventive, ce sont le pontage de fissures. Donc le pontage de fissures,
Le colmatage, c'est une action aujourd'hui qui se fait couramment en fait sur les routes départementales, mais ça peut se faire aussi sur les routes communales. On en a des retours d'expérience qui sont très favorables. Aujourd'hui, c'est un coût estimatif forfaitaire qui peut être à peu près de 3 500 à 4 000 euros. C'est vrai, ça peut paraître beaucoup, mais vous pouvez en traiter à peu près 2 km. Ou alors, c'est un peu bête, si vous en avez plus, 1,20 € hors taxe du mètre linéaire, si vous avez davantage de linéaires à traiter. Donc c'est des prix, en fait, si vous voulez, qui sont à jour. Ça permet voilà, de pouvoir avoir une orientation là-dessus. Donc la technique en tant que telle, eh bien, ça passe tout d'abord par un nettoyage en fait, des cavités. On va vraiment dépoussiérer en fait, l'intérieur de tous les interstices, toutes les poussières en fait, qu'il peut y avoir dans les fissures, de façon à ce que ce soit le plus net possible. Une attention aussi particulière sur la saison. Les pontages, en fait, ne peuvent se faire qu'en saison sèche, donc ça veut dire à partir du printemps jusqu'à l'automne. Donc une fois que le nettoyage est réalisé, eh bien, il y a un colmatage en fait, qui se fait avec un mastic, tout simplement, un mastic qui est coulé à 180 degrés et qui permet en fait, d'avoir un véritable effet de pontage sur la fissure en tant que telle. Et ensuite, pour terminer, on va dire l'action en tant que telle, eh bien, vous avez un gravillonnage en fait, qui est appliqué dessus, de façon à pouvoir avoir la circulation qui soit remise rapidement en service. Donc il n'y a pas, on va dire, de contre-indication à devoir fermer la route automatiquement pour faire ces actions-là. C'est quand même un avantage qui n'est pas négligeable. Et encore une fois, aujourd'hui, par rapport à ça, c'est l'étanchéité, la maîtrise des infiltrations contre les évolutions dégénératives, et puis aussi, comme on vous l'a expliqué, la limitation des gaz à effet de serre. Le troisième sujet, ça concerne les réparations ponctuelles liées à des dégradations de surface, notamment sur les arrachements, des faïençages légers, les tassements de tranchées. Donc vous connaissez peut-être, ce sont les enrobés projetés à l'émulsion de bitume. Donc c'est un atelier, comme l'atelier en fait de pontage, c'est un atelier mobile qui vient sur une journée et qui peut vous traiter à peu près 200 à 220 mètres carrés par jour. Donc c'est à peu près le rendement qu'on peut avoir sur des profondeurs, en fait, si vous voulez, de déformation qui sont environ 2 cm. Mais sachez que, voilà, même sur des trous de 4 à 5 cm, c'est tout à fait possible de pouvoir mener ces actions. Donc c'est des actions qui peuvent être forfaitaires, à peu près de l'ordre de 4 500 € hors taxe par jour. Après, c'est un tarif qui reste aussi négociable en fonction des surfaces que vous avez à traiter. Donc c'est une action aussi qui a fait ses preuves à la fois dans les Yvelines et en province, sur les voiries communales. C'est vraiment quelque chose, encore une fois, qui permet de maintenir la pérennité de nos structures et l'étanchéité. Donc la technique en tant que telle, c'est un nettoyage en fait du support. C'est une application d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume. Donc c'est une émulsion qui est dosée en moyenne avec 65% d'eau et 35% de bitume. Et ensuite vous avez un double gravillonnage en fait qui est fait et un micro-compactage. Donc c'est des solutions qui se font en général de mai à octobre. Encore une fois, c'est comme le pontage des fissures. Il faut avoir un support sec, propre, de façon à pouvoir garantir en fait une pérennité aussi de l'action que vous allez engager sur justement les enrobés projetés à l'émulsion de bitume. Encore une fois, on se répète, hein, c'est amortir la dégradation, les arrachements de la couche de roulement, pérenniser la structure et assurer la protection des usagers, notamment comme on l'a vu tout à l'heure avec la photo, sur les arrachements qu'on peut avoir en rive. Eh bien, ces techniques sont tout à fait adaptées. On va vous présenter en fait un retour d'expérience sur la commune de Choiseul, sur lequel monsieur le maire en fait, a réalisé en fait, du pontage il y a maintenant plus de 5 ans, donc il va continuer l'action. Et voilà, on va lui laisser la parole, il va vous expliquer son retour d'expérience.
Je suis le maire de Choiseul. Choiseul est une commune des Yvelines située dans la communauté de communes de la vallée de Chevreuse, à 5 km de Chevreuse. Nous avons à peu près 9 km de voirie communale. Donc c'est quand même pour une commune de 550 habitants une longueur de voirie qui est importante. Donc on a la nécessité de maintenir cette voirie en état. Et donc, on essaye de prolonger la durée de vie de nos voiries en utilisant des techniques palliatives, je dirais, qui permettent d'augmenter cette durée de vie. On utilise en particulier le pontage avec des bitumineux à chaud qui permettent de résorber l'ensemble des fissures et donc d'éviter les infiltrations d'eau sous chaussée et qui, quand le gel risque de la détériorer, et on a commencé depuis 5 ans cette action sur nos voiries, donc on en fait progressivement, parce que c'est aussi un coût. Le coût de traitement des fissures, c'est 1,20 € le m², mais il faut savoir qu'en gros, il faut multiplier la longueur de voirie qu'on traite par 2, par 3, puisque les fissures ne sont pas que sur une largeur, il y a plusieurs sortes de largeur. Donc en gros, là, on fait je dirais, l'équivalent de 5 à 6 km de fissure, donc ça fait de l'ordre de 2 à 3 km de voirie. Tous les ans, on essaie d'avancer. On va sûrement cette année faire une dernière opération. Et donc notre expérience permet vraiment de planter la durée de vie de ces voiries pour éviter de refaire une réflexion complète sur des longueurs de 9 km, même si on en faisait que 2 km dans 3 km à batterie de la voirie, ça nous emmène quand même assez loin. Donc je pense que c'est une bonne solution. On traite aussi les poules par du projeté bitumineux. C'est aussi une technique qui permet de pallier au traitement des poules malgrèves qui, par exemple, les communales qui ont une qualité bien moins, là, vraiment le projeté permet d'avoir une réflexion pérenne. Voilà, je crois que c'est important d'utiliser ces techniques. Voilà, est-ce que vous avez quelques questions sur ces actions préventives avant que je passe aux actions curatives modérées? Je continue. Bon, juste encore une petite parenthèse sur justement le retour d'expérience. Là, on a des photos, si vous voulez, qui ont été prises donc avant et après. Donc là, on voit ici, sur cette partie-là, eh bien, ce sont des arrachements, en fait, qui ont été progressivement identifiés et ils ont été traités avec de l'enrobé projeté. Donc là, les photos, en fait, si vous voulez, alors c'est peut-être un petit peu, avec la lumière, c'est peut-être un peu difficile à se rendre compte, mais on peut se dire que là, vous avez un retour d'expérience sur un peu plus d'une année. Donc ça veut dire que ça fait vraiment, en fait, ses preuves. Là, on a vraiment le cas en fait de la commune de Choiseul, sur lequel en fait sa voirie communale, plusieurs voiries communales en fait étaient dans cet état, avec des fissures donc à la fois longitudinales et transversales. Et donc après 5 ans, en fait, on voit bien que le pontage, il a toujours en fait son effet, avec un niveau de service en fait sur la route qui est tout à fait acceptable. Et là, vous voyez bien en fait, les accotements, ils sont bien dégagés sur les côtés de façon à pas avoir de retenue d'eau. C'est ce qui permet aussi de maintenir la pérennité de la route. Donc j'en ai terminé pour la partie des actions préventives. Donc on passe maintenant sur les actions curatives modérées, donc en partie investissement cette fois-ci. Donc c'est vraiment choisir l'investissement qui est modéré à la fois à l'usage, de pouvoir analyser le support de l'état existant, notamment sur la structure de surface et la fréquentation du trafic. Donc aujourd'hui, en fait, on utilise des outils d'aide à la décision pour ça, ce qu'on appelle des OAD, pour pouvoir arriver à identifier en fait la structure.
Donc on est là aussi ingénierie pour vous conseiller en fonction en fait de l'état de la chaussée, sur lequel en fait il va falloir organiser les entretiens jusqu'où vous allez pouvoir aller en entretien modéré. Est-ce qu'il va falloir plutôt s'orienter sur un tapis d'enrobé ou sur une solution de renforcement plus légère? L'objectif, c'est de pouvoir avoir des reprises, enfin tout ça, ça va nous amener vers des reprises ponctuelles, des emprises singulières. En fait, notamment sur une route, on a toujours des zones qui sont faillancées, qui sont orniérées. C'est de maintenir l'état de la structure, encore une fois, les gains d'émissions à effet de serre, et de pouvoir aussi toujours avoir votre choix sur le revêtement que vous souhaitez avoir, en fonction de l'environnement, en fonction si vous êtes dans une agglomération, s'il y a beaucoup d'engins agricoles en fréquence, si vous avez des engins forestiers. Encore une fois, nous, on va vous faire des propositions avec les outils d'aide à la décision, mais ce qui vous permettra d'analyser et de faire votre choix. Donc sur les actions modérées, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les enduits gravillonnés bicouches, donc les enduits superficiels d'usure, ce que je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Alors c'est vrai que ce sont des pratiques aujourd'hui qui sont plus utilisées forcément beaucoup dans les Yvelines, mais sachez que voilà, nos entreprises, en fait, que ce soit les entreprises nationales ou les entreprises locales, en fait, le pratiquent toujours. Ils ont toujours en fait les outils, les moyens pour pouvoir le faire. Et c'est une action, en fait, si vous voulez, qui permet vraiment de pouvoir faire un revêtement dans de bonnes conditions. Alors, le gravillonnage, en fait, il a effectivement ses limites. Peut-être qu'à un moment donné, on l'a exclu pour revenir sur des techniques, on va dire, plus vertueuses, entre guillemets, hein, avec des couches de roulement en enrobé. Mais aujourd'hui, peut-être, compte tenu du contexte financier, il faut peut-être revenir sur des solutions plus modérées, donc des solutions de renforcement plus légères. Sachez qu'un gravillonnage, aujourd'hui, il a quand même une durée de vie jusqu'à une dizaine d'années s'il est fait dans de bonnes conditions. Encore une fois, avec un support sec, propre, et à une saison, on va dire, de mai à octobre, en fonction de la température qu'on peut avoir. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus trop de problèmes là-dessus. Là, on vous a représenté en fait des photos sur une des communes en fait qui a réalisé donc un enduit gravillonné. Il y a maintenant, avec un retour d'expérience de 5 ans sur les photos du haut. Hein. Donc on voit bien, si vous voulez, que là on avait des tassements au niveau des passages des roues. Et puis, ces passages des roues, s'ils sont plus ou moins importants, ils peuvent très bien être aussi, si vous avez du gros ornirage, il peut être rebouché au préalable par des enrobés à chaud, donc des enrobés en 0,6, et ensuite vous pouvez avoir le gravillonnage en bicouche qui vient recouvrir en fait l'intégralité de la surface. Donc c'est des épaisseurs de renforcement qui sont de l'ordre de 0,5 à 1,5 cm. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que ce qui est très important, c'est qu'après 2 mois en fait, de réalisation de ces enduits, il faut prévoir un balayage. Donc un balayage qui est complètement important, puisque en fait, vous avez beaucoup de rejets sur le gravillon en lui-même. Donc la technique, comme je vous l'ai expliqué, elle passe tout d'abord par un nettoyage, donc du support avec une balayeuse aspiratrice. Ensuite, il y a l'épandage en fait d'une couche d'accrochage, donc avec une émulsion avec des polymères de synthèse, qui sont, on va dire, beaucoup plus forts que sur une émulsion classique et qui permettent d'avoir un accrochage en 2 fractions. Donc ça, vous avez d'abord une première couche qui est réalisée, donc avec un premier gravillon qui est plus gros, et ensuite vous avez une deuxième couche qui vient se mettre sur la première, et automatiquement vous avez une cohésion qui se crée entre les deux, ce qui permet en fait d'avoir un revêtement qui est complètement en cohésion totale sur son épaisseur. Le coût estimatif, aujourd'hui, on l'estime à inférieur à 11 € à peu près hors taxe du mètre carré, hors travaux préparatoires, en fonction du linéaire. Encore une fois, l'avantage en fait de cette solution, qui est une solution, il faut le dire, hein, ancestrale, mais qui faisait preuve, on va dire, de bonnes techniques. Ce sont les avantages sur la réduction des CO2, de l'évacuation des déchets, et encore une fois d'assurer une étanchéité. Donc ça rentre dans le cadre d'un renforcement léger et d'une couche de roulement renouvelée. Les deuxièmes actions modérées qu'on rencontre aussi, qu'on connaît, les techniques, ce sont les enrobés coulés à froid.
Les enrobés coulés à froid, c'est une technique qui est très employée en province également, mais aussi dans les Yvelines, notamment sur les routes départementales, en fonction du trafic, bien entendu, puisque ça supporte à peu près jusqu'à 12 000 véhicules par jour. Là, on a un exemple d'une commune qui avait une route sur laquelle elle avait vraiment ses rives complètement déformées. Eh bien, il y a eu un renforcement qui a été réalisé, et ensuite, ils sont venus recouvrir en fait un enrobé coulé à froid. L'avantage de l'enrobé coulé à froid, c'est que ça épouse en fait toutes les déformations de surface, ce qui évite aussi d'avoir une couche de roulement, on va dire, très confortable en fait pour les usagers, et créer un autre phénomène qui est aujourd'hui très récurrent en fait pour toutes les communes rurales, c'est la vitesse en fait des usagers. Et donc là, encore une fois, ça vous permet d'avoir un renforcement qui est fait, une route qui est remise en état au moins sur 10 ans. Donc la technique est assez simple. Bon, là, on avait des renforcements sur les rives, mais sinon, c'est principalement, encore une fois, un nettoyage qui est bien soigné du support, avec l'application d'un enrobé coulé à froid sur une épaisseur de 1 à 5 cm. Alors au départ, il ne faut pas oublier, vous avez des micro-gravillons en surface, donc ce n'est pas forcément très confortable pour les usagers. On ne les met pas dans une solution de confort. Le gravillonnage, c'est pire, parce que vous avez davantage de gravillons en surface. Sur l'enrobé coulé à froid, vous en aurez moins, et puis c'est une fraction de granulat en fait qui est beaucoup plus petite. Donc ça permet aussi d'avoir un compromis entre les deux. Et là-dessus, en fait, ça amène donc une très bonne adhérence, une très bonne macro-texture du support. Encore une fois, en cas de gel, eh bien, vous aurez une bonne adhérence sur la route. Donc aujourd'hui, c'est une technique qui s'applique aussi avec un atelier mobile qui est simple. Donc l'atelier mobile, on l'a représenté ici, qui est donc un camion monté avec une cuve à l'émulsion, des granulats, et automatiquement un malaxeur derrière et la trémie et on va dire la rampe d'épandage. Donc le coût, il est un petit peu plus cher en fait que l'enduit gravillonné bicouche. On est à peu près inférieur à 13 € hors taxe du mètre carré. Encore une fois, c'est un coût qui reste estimatif, qui sera, on va dire, étudié en fonction de vos surfaces à traiter. L'avantage, c'est vraiment, encore une fois, les réductions des CO2, donc des déchets, l'étanchéité qui est assurée, le renforcement léger de la couche du roulement et l'absorption en fait, des déformations qui restent malgré tout acceptables pour les usagers. Donc sur les actions curatives modérées, on a fait à peu près aujourd'hui le tour, c'est sur les deux actions qui peuvent être menées. On n'en a pas d'autres, il y en aura certainement d'autres peut-être qui seront étudiées. Aujourd'hui, je sais qu'il y a aussi des techniques de recyclage en fait, des structures qui peuvent exister. Ça se fait beaucoup en fait, dans les Pyrénées, etc. C'est des recyclages à l'émulsion de bitume. Ça s'est fait aussi dans les Yvelines. Moi-même, j'ai participé à un chantier de ce type-là. Maintenant, c'est des solutions en fait, qui peuvent être réalisées, mais sous certaines conditions d'épaisseur d'enrobé, et puis en fonction du trafic que vous pouvez avoir. Donc c'est des solutions de renforcement qui sont déjà beaucoup plus lourdes. Alors c'est pour ça qu'à partir du moment où en fait, on a une structure qui reste saine, eh bien, on peut tout à fait les revaloriser et rester en fait, sur des solutions, on va dire simples, de revêtement de surface. Donc sur la courbe donc, qui était décroissante, on arrive sur les actions curatives conséquentes, donc, qui là, en fait, si vous voulez, font appel automatiquement à une reconnaissance en fait, de la structure, soit par des carottages, soit par une auscultation, en fait, pour vérifier en fait, la déformabilité. Donc ça fera appel peut-être à un laboratoire en fonction vraiment de l'état de la route. Soit votre route elle est vraiment déformée et ça peut être lié aujourd'hui à un trafic qui n'était pas celui d'hier et qui est celui de demain ou celui d'aujourd'hui et automatiquement il faut peut-être la renforcer, la redimensionner automatiquement pour à minima une durée de vie de 20 ans parce que c'est un investissement, on va le voir tout à l'heure, qui peut coûter assez cher au mètre carré. Et
On a aussi en fait des solutions peut-être plus simples, avec des techniques en fait d'enrober aujourd'hui qui permettent d'apporter en fait des modules de résistance assez conséquents en surface et d'absorber en fait le trafic que vous avez, même si c'est un trafic plus lourd, à partir du moment où vous avez une structure qui est encore une fois saine et en bon état. Donc les actions curatives conséquentes, on peut avoir donc une reprise partielle ou totale de la structure, comme on vient de vous le dire, avec souvent des défaillançages importants, des déformations. Donc on va rechercher en fait, encore une fois, avec les outils d'aide à la décision, l'optimisation des démolitions, dans le cadre d'une revalorisation en fait, des matériaux sous-jacents, pour diminuer en fait, les gaz à effet de serre, notamment sur justement l'évacuation des déchets, même si aujourd'hui ils sont tous recyclés. Aujourd'hui tout est recyclable, ces matériaux-là, c'est des matériaux même qui vont être excavés dans le cas de tranchées ou de renforcement de chaussées. Ce sont des matériaux qui sont tout à fait recyclables dans des proportions, on va dire, assez conséquentes. Et encore une fois, c'est pour vous apporter un choix sur le revêtement de surface qui sera le plus adapté à vos contextes. Donc là, on vous a mis un exemple en fait de technique d'action curative conséquente. C'est une action de curative conséquente qui reste assez légère malgré tout. C'est un renforcement partiel de chaussée qui a été fait donc sur une voirie communale. Donc là, on voit bien ici sur la première photo en haut. On avait donc des fissures sur les côtés et des déformations en fait en rive. Donc l'objectif, ça a été, on va dire, de colmater l'intégralité de ces fissures et ensuite d'appliquer ce qu'on appelle une fibre de verre. Donc la fibre de verre, eh bien, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle aussi dans le jargon technique une géogrille qui permet d'absorber en fait la remontée des fissures dans la couche du roulement. Pour appliquer en fait cette géogrille, il faut un support qui ne soit pas raboté en surface, de façon à avoir une bonne cohésion, une bonne adhésion en fait du matériau sur le revêtement lui-même. Et ensuite, vous pouvez appliquer directement une couche de roulement. Et là, on voit bien, si vous voulez, que l'objectif a été atteint. C'est une route en fait qui se trouve à l'entrée de la Beauce, donc qui est très sollicitée par des engins agricoles qui sont parfois très très lourds, notamment au moment des récoltes. Et ça permet, si vous voulez, d'avoir les performances mécaniques qui soient atteintes. Donc aujourd'hui, dans les couches de roulement, les taux de recyclage, en fait, si vous voulez, de matériaux de fraisage, ils montent jusqu'à 30% d'intégration en fait, de matériaux recyclés dans les couches de roulement. Donc c'est une vraie évolution par les industriels, et notamment sur la réduction, encore une fois, du CO2 par l'apport de matériaux nobles. Donc les coûts estimatifs sont en moyenne de 40 à 60 € hors taxe du mètre carré. C'est toujours en fonction de la configuration, de la surface, du volume qui va être à traiter, à réaliser. Voilà, c'est ce qu'on peut se dire là-dessus. Et pour terminer, vous avez donc les actions curatives toujours conséquentes, mais là, ce sont des actions qui sont beaucoup plus lourde. Donc c'est un renforcement intégral de la structure de la chaussée et de sa couche de roulement. Donc là on voit bien, si vous voulez, malheureusement c'est une route dans un milieu en agglomération, donc urbanisé, dans un milieu rural. Mais on voit bien cette route, elle a subi des déformations qui sont à la fois liées naturellement à la déformation du sol support, mais aussi par du faïençage et de la fissure. Mais malheureusement, et ça je pense que vous allez en parler après, les interventions des concessionnaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet. Les concessionnaires, quand ils interviennent, souvent, voilà, ils font des ouvertures. Et puis, les compactages, ils ne sont peut-être pas forcément optimales. Et à partir de là, on a des tassements différentiels qui se créent très rapidement. Donc là, on va très vite monter sur des coûts estimatifs qui peuvent être de l'ordre de 130 à 200 € hors taxe du mètre carré, voire plus. On peut même monter à 250 € hors taxe du mètre carré en fonction du trafic que la route devra supporter. Les réflexions aujourd'hui qu'on peut avoir sur les interventions des concessionnaires, c'est un vrai sujet. Il y a deux leviers qui sont envisageables. Donc,
Il y a la permission de voirie. La permission de voirie, elle doit être délivrée au concessionnaire par le maître d'ouvrage, donc par les communes, avec un accord technique préalable. Ça permet, on va dire, d'avoir un cadre d'intervention et de leur imposer en fait des solutions de renforcement à minima que vous devez avoir sur votre patrimoine. Alors c'est sûr, on en est totalement conscient, c'est pas évident. Mais à partir du moment où on essaye d'avancer, on peut avoir que du résultat à moyen ou plus long terme. Les conditions d'intervention de remblai tranché, ils peuvent être variables. Aujourd'hui, Ingénierie peut aussi vous aider en fait à définir un cadre d'intervention pour les concessionnaires. Alors, pas en faire une usine à gaz, hein, parce qu'on est bien d'accord, ce n'est pas l'objectif, mais au moins d'avoir un cadre qui pourrait être annexé en fait à la permission de voirie, de façon à leur exiger les conditions de remblaiement minimales. Pour les collectivités qui le souhaitent, il y a aussi donc le règlement de voirie, qui permet donc lui, pour le coup, on va dire, de complètement cadrer les conditions d'intervention et les conditions de compacité des tranchées. Donc dans les plus grosses collectivités, souvent ils ont un règlement de voirie. Au département, il y en a un aussi, évidemment, mais sur des collectivités intermédiaires, c'est tout à fait possible. Même sur des petites collectivités, c'est également envisageable. Il n'y a aucun problème. Je vais laisser la parole à Madame Séniquette, la directrice des mobilités, qui va vous apporter quelques informations concernant le programme départemental de voirie 2023-2025. 2023-2026, pardon. Merci. Bonjour à tous. Donc, Corinne Séniquette, directrice des mobilités au département des Yvelines. C'est vrai que je profite de cette réunion pour reparler de notre programme d'aide aux communes en matière de voirie. Donc, au mois de juin, a été voté un nouveau programme qui s'appelle le VRDSR. Donc jusqu'à présent, on avait le triennal voirie, puis on l'a appelé VRD pour donner du sens et englober d'autres éléments que la stricte voirie. Et là, aujourd'hui, en fait, on a voulu simplifier nos programmes d'aide en termes de mobilité, je dirais, avec le VRDSR qui va englober donc je dirais l'ancien triennal et l'ancien VRD, c'est-à-dire tous les investissements liés à la voirie, plus par exemple des raccordements sur des équipements publics du haut débit ou du très haut débit. Et dans ce programme, on a intégré donc le programme qu'on avait de sécurité routière. Alors celui-ci reste destiné aux communes de moins de 5000 habitants, c'est-à-dire les communes qui veulent faire des études dans un premier temps, si nécessaire, donc qui peuvent être faites par ingénierie bien entendu, ou des études avec des comptages, etc., pour aménager en agglomération, pour mettre en place des aménagements liés à la sécurité routière. Donc ce programme, qui était indépendant, a aussi été réintroduit dans le VRDSR. Comme je suis dessus rapidement, il s'adresse aux communes de moins de 5000 habitants. Il y a une aide à hauteur de 80% pour la partie études, quand il y a des études externes à réaliser, et une aide à 70% pour les travaux du département. Bien entendu, ça ne comprend pas tout ce qui peut être, je dirais, embellissement en agglomération. C'est vraiment les dispositifs de sécurité routière, comme les plateaux surélevés, des traversées piétonnes, des choses comme ça. Et on a aussi intégré un programme qui est un peu plus confidentiel, mais qui est bien utile aussi aux communes. Alors lui, qui n'est pas limité aux communes de moins de 5000, mais qui me le VRD au moins de 25 000. Il est un petit peu difficile à décrire, c'est l'aménagement d'une voirie communale entre deux infrastructures, je dirais structurantes, donc deux RD, voire une route nationale. En fait, c'est des voiries communales qui sont globalement très empruntées, entre deux axes structurants, et pour lesquels il peut y avoir notamment des réseaux de bus express, donc des détériorations ou des dégradations des chaussées suite à un usage, je dirais, qui est important sur ces routes. Voilà, donc ce nouveau VRDSR, il a été voté en juin, comme je vous le disais, pour un montant quand même conséquent, de 55 millions d'euros, dont en gros, le gros de ce programme, c'est quand même la partie voirie, pour laquelle chaque commune de moins de 25 000 habitants a un calcul compliqué, mais qui permet en fait d'attribuer à chacun une somme ou à l'interco dont elle dépend. Pour mémoire, c'est bien que de l'investissement.
Voilà ce que je peux vous dire. Alors par contre, je vais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit par M. Stefanini en début d'intervention. Aujourd'hui, dans le cadre des recherches d'économie du département, il va y avoir certainement des modifications de ce programme. Voilà. Je ne voulais pas vous en dire plus parce que ça va être au président d'annoncer, notamment vendredi, les derniers arbitrages, mais on a travaillé sur une année blanche, sur une extension du programme, etc. Voilà, donc l'idée c'est quand même de continuer à soutenir les communes, mais peut-être de façon, je dirais, plus modeste que ça pouvait être fait jusqu'à présent dans le cadre de ce plan de sobriété. Voilà. Et on va juste un petit peu sortir des routes, mais pour 2 minutes, comme je suis là, j'en profite. Je parlais des aides voiries, donc on a le VRDSR qui englobe toutes les aides voiries, et il y a aussi, ne l'oubliez pas, ça vous avait été présenté, mais le programme Circulation douce, alors qui lui aussi, mais on attribue quand même aux communes et aux intercos, on avait un budget de 12 millions d'euros pour 2022-2027, c'est-à-dire sur 6 ans, à peu près 2 millions d'euros par an. On a attribué encore cette année le vote à la précédente Assemblée départementale un petit peu plus de 2 millions d'euros d'aide pour développer les circulations douces. C'est pareil, dans le cadre de sobriété, on sera peut-être un peu plus modeste dans les aides qu'apporte le département, mais l'idée c'est d'aider principalement les communes rurales à développer leur réseau de liaisons douces et cyclables, tout en étant, puisque les aides sont variables en fonction du statut de la commune et je dirais du projet vélo qui est porté. Quand ce projet est dans le plan structurant départemental, les aides sont plus importantes. On aide aussi au stationnement, on a aussi fait des expérimentations sur des sites de recharge de vélos électriques. Voilà ce que je peux vous dire rapidement sur ces 2 programmes. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.